Bonjour à toutes et tous. Donc dans ce chapitre, nous allons aborder la théorie mathématique des probabilités. Donc les probabilités, il s'agit d'une branche à part entière des mathématiques. Les mathématiques, c'est une science, comme vous le savez, qui est utilisée comme appui par beaucoup d'autres sciences. Et les probabilités, c'est probablement la branche des mathématiques qui a connu le plus grand essor et la plus grande utilisation par les autres sciences, au moins au cours des 20 et 30 dernières années. Alors pour autant, c'est pas une branche récente. La notion, dans l'humanité, la notion de probabilité remonte au moins à l'existence des jeux de hasard, donc essentiellement à l'Antiquité. Les premières formules sont apparues au XVIIe et XVIIIe siècle, et c'est vraiment au XXe siècle que les probabilités se sont axiomatisées et ont connu le plus grand essor. Donc ce que je vais présenter maintenant, c'est ce qu'on appelle l'axiomatique des probabilités. Elle a été proposée en 1933 par le mathématicien et physicien russe Andrei Kolmogorov. Donc de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est quand il s'agit de poser des bases mathématiques solides aux probabilités? Donc qu'est-ce qu'un espace probabilisé? C'est la donnée de trois choses. Oméga, E ronde et P. Donc un espace probabilisé, pour donner un espace probabilisé, il faudra fournir trois objets, oméga, E ronde, P. Alors, que sont ces trois objets? Eh bien, oméga, c'est un ensemble quelconque, et c'est ce qu'on va appeler l'univers, c'est purement du vocabulaire, c'est ce qu'on va appeler l'univers, ou aussi l'espace d'échantillonnage. Et il faut penser ça comme étant l'ensemble des résultats possibles d'une expérience. Voilà, espace d'échantillonnage en anglais, on écrit ça sample space. Donc ça, c'est pour ce qui est de oméga. Oups, pardon. Ensuite, nous avons E ronde. Alors, qu'est-ce que c'est que E ronde? Eh bien, in fine, qu'est-ce que ça va être? Une probabilité. Ça va être d'attribuer un nombre, une probabilité, à des événements. Et les événements, ce seront des sous-ensembles de l'univers. Mais il se fait que, pour plusieurs raisons, il n'est pas nécessaire de devoir attribuer une probabilité à n'importe quel sous-ensemble de oméga. Donc on va en sélectionner un certain nombre qu'on va appeler les événements. D'accord? Donc E ronde, c'est ce qu'on va appeler les événements. Et c'est donc un sous-ensemble de toutes les parties de oméga. Et enfin P, la probabilité proprement dite, c'est donc une fonction qui va attribuer un nombre à chaque événement. Donc c'est une fonction qui part de E ronde et qui sera à valeur dans l'intervalle 0,1. Voilà. Alors c'est pas suffisant de donner ces trois éléments. Il faut qu'ils vérifient un certain nombre de propriétés, ça les axiomes des probabilités. Donc la première propriété, c'est que oméga doit être un événement. Donc on demande que l'ensemble oméga tout entier il fasse partie de l'ensemble des événements E ronde. On veut aussi que si A est un événement, si une partie A de oméga appartient à E ronde, alors son complémentaire soit aussi un événement. C'est naturel du point de vue de la modélisation. Et enfin, on veut que l'union d'événements soit encore un événement, et on ne va pas considérer uniquement des unions de deux événements, mais des unions d'un nombre dénombrable d'événements. Donc si AN, si je considère une suite d'événements, si AN, petit n appartenant à grand N, est une suite d'événements. Quand je dis une suite d'événements, ça veut dire une famille dénombrable d'éléments dans E ronde.
alors leur union est encore un événement. L'union pour n appartenant à grand N des AN, ça appartient encore à E ronde. Voilà. Ça, c'est pour ce qui en est de E ronde. Enfin, un certain nombre de propriétés relatives à P. On veut que, eh bien, ça commence pareil. Si AN est une suite d'événements, alors on va ajouter 2 à 2 disjoints. 2 à 2 disjoints, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on demande que si AI intersection avec AJ soit égal à l'ensemble vide pour tout i différent de J. Donc si on a cette propriété-là, si on considère une famille dénombrable d'événements 2 à 2 disjoints, alors la probabilité de leur union, qui est bien définie par la propriété 3, la probabilité de l'union pour n appartenant à grand N des AN, eh bien, c'est la somme, ou plus exactement la série, pour n appartenant à grand N, des P de AN. D'accord? Donc une propriété d'additivité, et même ce qu'on appelle de sigma-additivité, parce qu'on considère une série et non pas uniquement une somme finie. Si on a des sous-ensembles disjoints qui appartiennent à la famille des événements, alors la probabilité de leur union, eh bien, c'est la somme, la série de leurs probabilités. Et enfin, une condition de normalisation qui est que la probabilité de oméga tout entier, qui est bien définie aussi puisque oméga appartient à E ronde par petit 1, la probabilité de oméga tout entier soit égale à 1. D'accord ? Voilà. Alors, comme vous pouvez le remarquer, donc ça, ce sont les axiomes des probabilités d'après Kolmogorov, et ça décrit ce triplet oméga E ronde P est appelé un espace probabilisé. Alors, vous voyez que les 3 premiers axiomes ne font pas appel à P, ils ne se réfèrent qu'à la famille E ronde, et donc une petite remarque de vocabulaire sans grande importance, qui est simplement de dire que avec ces 3 propriétés, si j'ai ces 3 propriétés, alors l'ensemble oméga avec sa famille E ronde, on oublie P, pas encore là, c'est ce qu'on appelle un espace probabilisable. C'est ce qu'on requiert à une famille d'événements pour pouvoir définir de manière rigoureuse ensuite une probabilité sur cet espace. Donc ça, c'est un espace probabilisable. Et lorsqu'on rajoute ces 2 propriétés 4 et 5, on obtient un espace probabilisé. Ici, ça, c'est un espace probabilisé. Voilà, je vais mettre ça, c'est Kolmogorov. « 1933 ». Ok, donc ça c'est l'axiomatique des probabilités. Qu'est-ce qu'on va faire dans la suite du cours? Eh bien, on va tirer des conséquences. C'est-à-dire, on va présupposer l'existence d'un espace probabilisé et on va voir ce qu'on peut dire sur la probabilité des événements et déterminer des formules qui lient ces probabilités pour ensuite, sous l'hypothèse d'un espace probabilisé donné, pouvoir faire de la déduction. Voilà. Alors, c'est peut-être le moment pour bien différencier les probabilités, qui est l'objet de ce qu'on va faire maintenant, avec ce qu'on appelle les statistiques, et que vous ferez probablement dans d'autres cours. En probabilité, l'espace probabilisé, c'est une donnée. On a cette axiomatique, on suppose donner un ensemble oméga, cet ensemble E ronde d'événements et la probabilité P, et on va dire un certain nombre de choses concernant ces événements, parfaitement définis. En statistique, on a un point de vue un peu inverse, c'est-à-dire qu'on va partir du monde réel, on va partir d'observations, et on va essayer de construire un espace probabilisé qui représente, aussi bien que faire se peut, le monde réel qu'on est en train d'étudier. D'accord ? Ou bien on va essayer de choisir un modèle parmi toute une famille de modèles. On peut imaginer que des modèles et des paramètres, on va essayer de fitter ces paramètres
pour s'adapter le mieux aux données ou pour pouvoir dire des choses sur les données. Donc, les statistiques utilisent les probabilités, mais on peut faire la théorie des probabilités sans besoin des statistiques, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Statistique, c'est quelque chose qui vient dans un deuxième temps, qui utilise les probabilités. Nous, ce qu'on va faire dans ce cours, c'est des déductions, des formules, étant donné l'espace probabilisé. Bien. Maintenant, avant d'aller plus loin, je vais commencer par présenter deux exemples importants d'espace probabilisé, des exemples qui nous serviront par la suite pour illustrer les notions que nous allons voir. Alors, le premier exemple, qui fera le lien avec le chapitre 3 sur la combinatoire et le dénombrement, c'est l'exemple d'une probabilité uniforme sur un ensemble de cardinales fini. Donc, une probabilité uniforme. Alors, qu'est-ce qu'on entend par cela? Donc, oméga, j'ai dit, est un ensemble avec un nombre fini d'éléments. On peut choisir dans ce cas E ronde, les événements, prenons toutes les parties de oméga, et la probabilité, on définit la probabilité d'un événement A, et donc d'un sous-ensemble A de oméga quelconque, comme étant le ratio entre le cardinal de A et le cardinal de oméga qui est fini par hypothèse. D'accord? Donc ça, c'est ce que, en combinatoire, ça fait référence à la célèbre formule nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Voilà, donc ça c'est comme faire le lien en tout cas avec le chapitre 3 précédent. Alors ça c'est le premier exemple. Un deuxième, donc avec un ensemble oméga qui est un ensemble fini. Voilà, typiquement, un lancer de dés, le résultat d'un lancer de dés, une population, ainsi de suite. Il y a de nombreux cas pratiques où même si l'ensemble a priori qu'on devrait considérer est fini, il a un très grand nombre d'éléments et il est commode, pour des raisons de modélisation, de le remplacer par un ensemble de cardinal infini, par R par exemple, par droite réelle. Et donc ici on va donner l'exemple d'une probabilité à densité. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on prend? On peut prendre par exemple oméga à la droite réelle. Et puis on se donne une fonction f, une donnée, une fonction positive sur R, positive. Alors, par exemple, continue, mais pas nécessairement. On va juste demander qu'elle soit intégrable. Et telle que l'intégrale sur toute la droite réelle, donc de moins l'infini à plus l'infini, de f de x dx soit égale à 1. Donc ça, vous pouvez penser à ça comme étant une densité de masse. Et alors, comment on définit ensuite la probabilité, par exemple, d'un intervalle AB? Eh bien, simplement comme l'intégrale de petit a à petit b de f de x dx. D'accord, donc si je fais un petit dessin, c'est l'axe réel, je trace le graphe de la fonction f, voici mon intervalle AB, et la probabilité de l'intervalle AB, eh bien, c'est l'aire qui se trouve sous la courbe du graphe de f entre les points A et les points B. Ça, l'aire, c'est égal à la probabilité de AB. Alors, je n'ai pas dit ce qu'était l'ensemble E ronde. Je sais qu'il est un peu compliqué dans ce cas-là.
Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles on est obligé de se contenter d'une famille qui vérifie les propriétés que je rappelle ici. Vous voyez, qu'est-ce qu'elle devait vérifier, Euronde? Bon, oméga doit en faire partie. Ça doit satisfaire la règle du complémentaire et de l'union dénombrable. Alors ici, vous voyez que si je veux donner la probabilité d'un intervalle, eh bien, il faut que je puisse aussi donner la probabilité du complémentaire d'un intervalle, d'une union quelconque dénombrable d'intervalles et du complémentaire de ce genre de choses. Bon, alors ça fait des ensembles un peu compliqués. Je ne vais pas les décrire ici, je vais juste dire que Euronde, ben on va prendre la plus petite famille. Quand vous ferez de la théorie de la mesure plus tard, vous verrez qu'une telle famille, ça s'appelle une tribu, mais peu nous importe ici, une tribu ou une sigma algèbre, qui contiennent les intervalles. Et qui vérifient alors comment on les avait appelés? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Des axiomes de Kolmogorov. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une probabilité à densité. Et on en reparlera plus abondamment un peu plus tard dans le chapitre, plus exactement au chapitre suivant, lorsqu'on parlera des variables aléatoires. Voilà. Alors venons-en maintenant à un petit peu de vocabulaire. Donc on se place toujours dans la situation où oméga Euronde P est un espace probabilisé donné. Alors, on dit que, premièrement, deux événements A, B. Donc, puisque je dis deux événements, c'est-à-dire deux éléments de Euronde, sont dits incompatibles si leur intersection est vide. Donc si A intersection B est égal à l'ensemble vide. Donc, oui, ça ne dépend pas de la probabilité P, ça dépend juste des deux sous-ensembles A et B de Euronde. Donc ça, c'est la première notion de vocabulaire. Alors, bien évidemment, si A, B sont incompatibles, donc je veux dire cela implique en termes de probabilité que la probabilité de A inter B, alors, en termes probabilistes, A inter B, ça veut dire A, la propriété A et la propriété qui décrit B ont lieu en même temps, ont lieu simultanément. Bon, ben, c'est la probabilité par hypothèse de l'ensemble vide, et par les axiomes de probabilité, puisque son complémentaire c'est oméga qui a une probabilité qui vaut 1, ça aura une probabilité qui vaut 0. D'accord? Donc, si deux événements sont incompatibles, la probabilité de leur intersection est égale à 0, mais par contre, l'inverse n'est pas vrai. Et l'inverse n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas parce que la probabilité de A inter B est égale à 0 que A inter B est égal au vide. Ce n'est pas toujours vrai. Alors, deuxième notion, vocabulaire, on dit qu'un événement A est presque sûr, eh bien, si sa probabilité est égale à 1, pardon. P de A est égal à 1. Alors, la même remarque, évidemment, oméga, il a cette propriété, mais cela n'implique pas
que A soit égal à oméga. En général, il y a des cas où ce sera vrai, mais cela ne l'implique pas en général. Troisième élément de vocabulaire, on dit que une famille, je considère une famille finie à n d'éléments de E ronde est une famille complète bien si elle forme une partition de oméga, c'est-à-dire si les éléments sont disjoints 2 à 2, c'est-à-dire AI inter AJ est égal à l'ensemble vide pour tout i différent de J. Et deuxièmement, que l'union pour i allant de 1 jusqu'à n des AI soit égale à oméga tout entier. Donc ça, c'est ce qu'en théorie des ensembles, on appelle une partition. Donc j'ai considéré ici finie de oméga. Voilà, donc je vais simplement souligner en rouge les trois notions que je veux que vous reteniez de ce transparent. Donc la notion d'événement incompatible, donc ça c'est une paire de deux éléments est incompatible, la notion d'un événement presque sûr et la notion de famille complète. Alors on va maintenant aborder une notion nouvelle qui est la notion de probabilité conditionnelle, une notion qui est intimement liée également à la notion d'événement indépendant. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, je vais tracer schématiquement l'ensemble oméga, dont on rappelle qu'on a dit qu'il s'agissait de l'univers ou de l'espace d'échantillonnage, et puis je vais supposer qu'on me donne un événement B dont on saura a priori qu'il a lieu. Alors, typiquement, imaginons qu'on ait une probabilité sur la population française et une probabilité, par exemple, de déclarer un sinistre à son assureur sur une année donnée. Et puis B, ça pourrait être, par exemple, je ne sais pas moi, les jeunes qui ont, parmi la population, la tranche d'âge 18-25 ans. D'accord ? Et étant donné la probabilité de déclarer un sinistre, on voudrait calculer la probabilité de déclarer un sinistre, sachant qu'on est un jeune de 12 à 25 ans. D'accord ? Donc ça, c'était pour l'exemple. Je vais maintenant repartir dans le cadre général. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On se donne oméga E ronde P, un espace probabilisé. Donc ça, dans mon exemple, c'est la population, tous les sous-ensembles de la population et la probabilité de déclarer un sinistre sur une année donnée. Et on se donne un événement B appartenant à E ronde. Alors on va le choisir tel que P de B soit strictement positif. Parce que vous allez voir, ça intervient dans le dénominateur d'une fraction juste après. Donc, dans mon exemple, B, ce serait être un jeune de 18 à 25 ans. Et on va définir une nouvelle probabilité. On définit une fonction P que je vais appeler P de point par B. C'est une notation un peu compliquée pour définir simplement une fonction qui va aller de E ronde dans 0, 1, comme toute probabilité. Et comment je la définis? Eh bien, à un événement A de E ronde, ça va être égal à la probabilité originale, donc P de A inter B, divisé par P de B. D'accord? Vous voyez d'où la nécessité d'avoir P de B différent de 0. Alors, schématiquement, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, simplement, vous voyez, alors quand on fait des dessins comme ça, on imagine la probabilité comme étant, par exemple, la surface du sous-ensemble considéré, mais
C'est un exemple parmi d'autres. Donc si on me dit que je suis dans que B, sachant que B, pardon, oui peut-être, donc cette probabilité s'appelle la probabilité conditionnelle, IAP, sachant B. D'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, si je me donne un ensemble A, ben, ce n'est pas tout A que je vais considérer les éléments de A qui sont aussi dans B, puisque je sais B, donc je sais que je suis dans B. D'accord? Et donc, le sous-ensemble qui m'intéresse, c'est celui-là. Et donc, ma nouvelle probabilité, ce n'est pas juste l'aire de cette petite intersection, mais l'aire de cette intersection rapportée à l'aire totale de B. D'accord? Puisque je sais que je suis dans B, je divise tout ça à l'aire de B, de telle sorte que par construction, on a toujours que P de A, sachant que B, ça appartient bien à l'intervalle 0, 1, parce que A inter B, c'est un sous-ensemble de B, donc ça, par positivité des probabilités et l'axiome d'additivité P de A inter B sera toujours plus petit ou égal à P de B, donc P de A si B est bien un élément de B, et on vérifie, de plus, je vous le laisse en exercice, un petit exercice facile, on vérifie que cette fonction P de point barre B satisfait aux axiomes 4 et 5 de Kolmogorov. 1, 2, 3, ils sont inchangés puisqu'on n'a pas changé la famille E-ronde. Donc il n'y a pas besoin de le revérifier. 4 et 5 de Kolmogorov. Voilà. Alors, eh bien, je le redis ici. On dit que P de point barre B, ou, je vais le faire dans le cas d'un événement. On dit que P de A barre B est la probabilité conditionnelle de A sachant B. Voilà, on va souligner ça. Probabilité conditionnelle de A sachant B. Voilà, ça c'est la notion importante du transparent. Alors, une propriété immédiate, propriété, c'est presque la définition, je renverse, on a que P de A sachant B, c'est égal à, P de A inter B, je renverse ma fraction, P de A inter B, c'est égal à P de A sachant B fois P de B. D'accord? Je vais juste réorganiser ma fraction. Ça, c'est pour tout B appartenant à E ronde tel que P de B positif. Et pour tout A appartenant à E ronde. Alors voyons qu'on pourrait étendre cette formule lorsque B a une probabilité nulle, puisqu'on multiplie par P de B, mais stricto sensu, la probabilité conditionnelle de A sachant B, telle qu'ici, n'est définie que lorsque B vérifie P de B positif. Voilà. Alors, étant donné cette propriété, elle justifie la définition suivante d'événements indépendants. On dit que A, B appartenant à E ronde sont indépendants
Si quoi? Ben, si la probabilité de A sachant B est la même que la probabilité de A. Ça signifie que la connaissance de B ne m'apporte aucune connaissance supplémentaire de A. Le fait de savoir B, que B a lieu, ne me donne aucune information sur le fait que A ait lieu ou pas. Et donc si P de A si B est égal à P de A, ça signifie que P de A inter B est égal, pardon, P de A inter B est égal à P de A fois P de B. D'accord? Ça c'est la remarque. Si P de B est positif, c'est équivalent à dire que P de A sachant B est égal à P de A. Si P de A et P de B sont positifs. C'est équivalent au fait que P de A si B est égal à P de A, puisque P de A si B, c'est P de A inter B divisé par P de B, et donc c'est égal à P de A si et seulement si P de A inter B égale P de A fois P de B. Voilà, ça c'est la notion d'événement indépendant, et donc je vais également le souligner en rouge. D'accord, donc je répète les deux notions importantes de ce transparent. On est parti d'une probabilité d'un espace probabilisé oméga EP, d'accord, donc avec un P donné, et on a construit une nouvelle probabilité, étant donné B, on a construit une probabilité P de point si B de la manière suivante. On a dit que c'était une probabilité, on appelle cette probabilité la probabilité conditionnelle de A sachant B, de A si B. Et enfin, on a dit que deux événements sont indépendants dans l'espace probabilisé oméga EP si P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Très bien. Alors, deux formules importantes maintenant, liées aux probabilités conditionnelles, la formule des probabilités complètes et la formule de Bayes. Alors, qu'est-ce que c'est que la formule des probabilités complètes? C'est simplement la chose suivante. Donc, on considère une famille A1, une famille complète, ce qu'on a défini comme étant une famille complète. Il y a deux ou trois transparents, c'est-à-dire une partition de oméga, je vous rappelle, une famille complète, il y a des ensembles disjoints dont l'union donne oméga tout entier, et on va le supposer tel que les probabilités soient toutes non nulles, de telle sorte qu'on ait le droit de parler des probabilités conditionnelles. Alors on a la formule suivante, quel que soit l'élément B, donc on se place toujours dans le cadre d'un espace probabilisé, quel que soit l'événement B, la probabilité de B, c'est la somme, pour i allant de 1 à n, des probabilités de B sachant que AI a lieu, fois la probabilité que AI ait lieu. D'accord ? C'est ça qu'on appelle la formule des probabilités complètes. Et la démonstration est très simple. Je vous rappelle, je vais mettre en bleu clair. Je vous rappelle que ce terme-ci, c'est égal à la probabilité de B intersection avec AI. D'accord ? Et donc cette formule, elle ne dit rien d'autre que le fait, ça n'est rien d'autre qu'une redite que le fait que P de B, c'est quoi? C'est P de l'union pour I allant de 1 à N. Je découpe B suivant chaque AI, si vous voulez, des B intersection avec AI, puisqu'ils forment une partition de oméga. Et comme une probabilité vérifie la propriété d'additivité, ça c'est la somme pour I allant de 1 à N
des P de B inter AI ou de AI inter B, c'est la même chose. Donc, vous voyez, on retrouve bien cette formule ici. Voilà. Donc, entre parenthèses, ici, c'est la démonstration de cette formule des probabilités complètes. D'accord? Donc, c'est une manière, vous voulez calculer la probabilité d'un événement B. Alors, vous ne la connaissez pas, elle, directement, mais on imagine qu'on est à notre disposition la probabilité de B sachant AI. Alors, je sais pas, imaginons par exemple A1, A2, AN. Ça, c'est être habitant de l'Île-de-France, être habitant des Hauts-de-France, etc., être habitant de la région PACA. On connaît la probabilité, pour reprendre un exemple précédent, de déclarer un sinistre sachant qu'on est un habitant de l'Île-de-France. On connaît la probabilité d'être un habitant de l'Île-de-France si on tire une personne de la population française au hasard. Hein, si on prend la probabilité uniforme sur la population française, eh bien la probabilité de déclarer un sinistre, ce sera la somme pondérée, la somme des probabilités de déclarer un sinistre, sachant que j'appartiens à la région I, fois la probabilité d'appartenir à la région I. Voilà. Cette formule des probabilités complètes vaut de manière générale quand la famille A1, AN est une famille complète. Donc je vous rappelle que la définition a été donnée dans un transparent précédent. Alors, on va en déduire, enfin pas en déduire, on va parler maintenant de la formule de Bayes, et puis on donnera un cas particulier qui a lieu avec, dans le cas d'une famille complète. Alors, la formule de Bayes, c'est quelque chose de très simple. C'est une formule qui va lier la probabilité, donc on va dire, pardon, je vais dire soit AB, je prends deux événements de probabilité strictement positive, soit AB appartenant à E ronde tel que P de A et P de B sont strictement positives, une fois encore uniquement dans le but de pouvoir considérer des probabilités conditionnelles. Alors la formule de Bayes, elle va lier la probabilité de A sachant que B à la probabilité de B sachant que A. Et simplement parce que, eh bien, par définition, P de A si B, c'est P de A inter B, inter B sur P de B. D'accord? Mais P de A inter B, c'est la même chose que P de B inter A, puisque c'est les mêmes ensembles. P de B inter A, alors je ne vais pas diviser par P de B, je vais diviser par P de A. Et du coup, je dois remultiplier par P de A et diviser par P de B. Et ici, vous voyez apparaître la définition de la probabilité de B sachant A. D'accord? Donc c'est égal à la probabilité de B sachant A fois la probabilité de A divisé par la probabilité de B. Voilà. C'est ça la formule de Bayes. On appelle parfois la première formule de Bayes. Et maintenant, si on remplace A, si A1, AN est une famille complète, je vais l'appliquer à A égale n'importe lequel des AI, est une famille complète. Je reprends cette formule-là, donc j'ai dit que je l'applique à n'importe quel AI, P de AI sachant B, c'est égal à P de B sachant AI, fois P de AI. Et maintenant, au dénominateur, je vais remplacer P de B en utilisant ma formule des probabilités complètes, donc par la somme pour J allant de 1 jusqu'à N, des P de B sachant AJ fois P de AJ. Donc c'est une formule qui permet de retourner, on connaît les probabilités de B sachant les événements AJ, et on en déduit la probabilité d'un événement AI sachant B. Donc cette formule, il y a plusieurs formules, cette formule a lieu, quel que soit 1 plus petit ou égal à I plus petit ou égal à N. Voilà, alors on va les instaurer, ces deux formules. Donc ça, c'est la formule
des probabilités complètes. Et ça, c'est la deuxième formule de Bayes. On va utiliser maintenant cette deuxième formule pour reprendre l'exemple qui se trouve dans le poly à la fin du chapitre sur les probabilités conditionnelles et un exemple qui est parfaitement d'actualité. Alors je vous rappelle cet exemple. Donc il s'agit de l'exemple 4.16 dans votre polycopier de cours. Donc on nous parle d'une maladie infectieuse qui touche une personne sur 10 000 dans la population et pour laquelle on dispose d'un test de dépistage. Et on suppose que ce test n'est pas parfait. Si une personne est effectivement infectée par le virus, dans 99% des cas, le test va effectivement ressortir positif et dans 1% des cas, il laissera passer la personne comme étant saine alors qu'elle est porteuse du virus. Et au contraire, si la personne est non infectée, eh bien, il y a malgré tout une chance sur 1000 pour que le test ressorte positivement et déclare la personne comme infectée. D'accord ? Donc dans ce cas-là, comment on va modéliser ceci? Donc on va dire oméga, ce sera notre population. E ronde, eh bien E ronde c'est P de oméga. Et de quels événements nous parle-t-on? On nous parle, alors on va l'appeler A, un événement A, et qui est quel événement? Qui est l'événement être, donc ça c'est la population infectée. Et puis on nous parle d'un test, donc on va dire que grand B, c'est quel événement? C'est l'événement, c'est la population qui réagit positivement au test. Réagit, je vais remettre réagirait, puisqu'on ne teste pas tout le monde. Mais positivement au test. Voilà. Alors, quelles sont les informations qu'on nous donne sur la probabilité? Eh bien, on connaît la probabilité d'être infecté, puisqu'on nous dit que la probabilité, puisqu'il y a une personne sur 10 000 qui est infectée, on nous dit donc que P de A est égal à 0,0001, 10-4. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? On nous a dit que la probabilité de réagir positivement au test, sachant que l'on est infecté, est de 99%, qui est égal à 0,99. Et on nous a dit aussi que la probabilité de réagir positivement au test, sachant que l'on n'est pas infesté, est égale à 0,1%, donc à 1 millième. D'accord ? Et on nous demande, donc la question, c'est la suivante, c'est de déterminer la probabilité d'être effectivement infecté A, sachant que l'on réagit positivement au test. Alors, comment on calcule cette probabilité? Eh bien, en utilisant la formule de Bayes, pardon. J'avais un professeur qui l'appelait la formule de Bayes, alors c'est le pli est pris chez moi. C'était un professeur d'origine hongroise d'ailleurs, un très bon professeur. Pardon. Donc, on va considérer la famille complète suivante. Donc, une famille complète, je vous rappelle, c'est simplement une partition. La famille complète la plus simple, c'est de considérer A et A complémentaire. Ça, c'est une famille complète.
par construction. Et donc, si j'utilise la formule de Bayes, qu'est-ce qu'elle me dit? La probabilité que je cherche de A sachant B, c'est égal à la probabilité de B sachant A fois la probabilité de A, divisé par la probabilité de B, mais donc que je décompose comme étant la probabilité de B sachant A fois la probabilité de A, plus la probabilité de B sachant A complémentaire, fois la probabilité de A complémentaire. Voilà. Et il suffit maintenant de mettre des valeurs numériques sur tous ces termes. Alors P de B, sachant que A, donc celui-ci ici, il est là, c'est 0,99. La probabilité d'être infecté, on nous a dit qu'elle était de 10-4. Alors ici, je le recopie. 0,99, 10-4. Ici, on nous a dit que c'était 10-3. Et la probabilité de A complémentaire, eh bien, c'est 1 moins la probabilité de A. Et c'est donc égal à 0,9999. Alors, vous faites les calculs, je vous laisse faire. Et vous devriez obtenir la chose suivante, si ma mémoire est bonne, 0,09, c'est-à-dire 9%. Voilà. Donc, se méfier des grands nombres et des petits nombres. On avait une population infectée qui était de 1 pour 10 000. Un test a priori très fiable, puisque dans 99% des cas, il réagit positivement à une personne infectée, et uniquement dans un cas sur 1000, il va se tromper en déclarant positive une personne saine. Et bien malgré cela, ce qu'on a calculé ici, c'est la probabilité d'être infecté, sachant que le test réagit positivement, n'est que de 9%. Donc dans 91% des cas, le test va réagir positivement alors qu'on n'est pas infecté. La raison de cela, vous voyez, c'est parce que la population de gens, même si le test se trompe très peu souvent, il y a tellement peu de personnes qui sont infectées, enfin, tellement peu en relatif, une personne sur 10 000 sur une population de 60 millions, ça fait quand même 6 000 personnes. Eh bien, il y a tellement peu de gens que malgré tout, il y a énormément de faux, ce qu'on appelle des faux positifs. Mais le test réagit positivement, mais malgré tout, on n'est pas infecté. Voilà pour cette application, c'est la seule que je vais faire dans cette partie-ci. On en verra beaucoup d'autres dans la vidéo consacrée à la résolution de la feuille de TD numéro 8.